À la une ce soir, les images terrifiantes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en partie dévastées par l'ouragan Irma. Bilan provisoire, 6 morts, des dégâts matériels très importants. L'île est placée en vigilance grise par Météo France. La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, attendue en Guadeloupe dès ce soir. À Paris, la cellule interministérielle de crise coordonne la solidarité nationale. Un plan de reconstruction est annoncé. Le bilan d'Irma en Martinique, 4 bureaux de poste inondés, une ligne à haute tension coupée suite à la chute d'un arbre, aucune victime à déplorer. Nous sommes toujours placés en vigilance jaune pour fortes pluies et mer et orages. Enfin, le bilan d'Irma en Guadeloupe, quelques dégâts mineurs dus au vent, pas de victimes à déplorer. L'île est ce soir placée en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et mer dangereuse à la côte. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, île de la désolation. Après le passage d'Irma, l'ouragan de catégorie 5 a tout dévasté. Les bâtiments ont tremblé face au vent allant jusqu'à 350 km/h. La préfecture a été en partie détruite. La caserne des pompiers inondée. Selon un premier bilan du ministère de l'Outre-mer, 6 morts sont à déplorer. Les habitants ont vécu un véritable enfer. Les dernières images qui viennent de nous parvenir, commentées par Alvin Courcy. À Saint-Martin, le décor de carte postale a laissé place à un paysage de désolation. Voici ce qu'il reste du port et de l'aéroport de Juliana. L'ouragan Irma, le plus puissant jamais observé dans la zone, n'a rien épargné sur son passage. Partout, l'eau est montée de plusieurs mètres et les rafales dépassant parfois les 300 km/h ont fait voler en éclats les bâtiments. Le toit de la préfecture n'a pas résisté et la vue de ces hôtels éventrés se passe de commentaires. Joint par téléphone, cet habitant de Marigot nous raconte une matinée de cauchemar. Je ne reconnais plus la marina. Elle est vraiment détruite. Il y a tout été rasé. Il y a les voitures qui sont en vrac partout. La mer est rentrée sur le chemin. Donc c'est horrible quoi. Tout à fait confiné, fermé. Et rien n'est ouvert. Voilà. Là pour l'instant c'est l'œil du cyclone. Et donc on peut regarder par la fenêtre. Mais sinon pendant on ne peut pas. Hein, parce que les vents sont tellement violents que même par la fenêtre, ça crie tellement qu'on ne peut pas regarder, quoi. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et tout. Bon, de toutes les façons, on avait déjà fait des réserves d'eau. On s'était préparé au pire, hein, de toutes les façons, donc voilà. Ben, là, pour l'instant, là, on est coupé du monde. Même la radio ne passe plus, il n'y a plus rien qui passe. Il y a juste les téléphones où on peut appeler, mais sinon, avec Internet aussi, on peut essayer de regarder. Mais radio, télé, du moins courant, électricité, eau et tout, on n'a plus rien. Bon, on a un peu d'infiltration d'eau par la toiture de la maison, mais sinon ça va. Niveau inondation, ça va dans la maison. Vu qu'on est en hauteur aussi, en face de la Seine-Saint-Marc, donc ça va vraiment. Même scène de dévastation à Saint-Barthélemy. L'île préférée des milliardaires n'est plus qu'amas de boue et de décombres. Les vents se sont acharnés, comme en témoignent ces images de caméras de surveillance. Habitation, commerce, véhicules, les dégâts sont considérables. Tout est à reconstruire. Restent les pertes humaines, au moins 6 morts selon le dernier bilan qui pourrait encore s'alourdir. Et tandis que nos îles sœurs commencent à peine l'inventaire de leurs pertes, Irma poursuit sa course dévastatrice. Porto Rico et la République dominicaine sont en alerte maximale. Les Bahamas et les côtes de Floride se préparent elles aussi au pire. Et on va prendre tout de suite la direction de Saint-Martin où on rejoint en direct par téléphone le journaliste Karim Rosas. Bonsoir Karim, comment avez-vous vécu le passage de l'ouragan Irma sur votre île? Oui, vous vous doutez bien un peu comme tous les Saint-Martinois, nous avons vécu donc l'ouragan Irma avec les premiers effets à partir de 4 heures du matin jusqu'à environ 10h, 10h30, 11h, avec un passage de l'œil aux alentours de 7h30 donc du matin. Il y avait de très grosses rafales venant du nord, le passage de l'œil et ensuite le vent et les rafales venant du sud. Alors ce sont donc les deux orientations du vent qui sont complètement inhabituelles pour nous. Et donc en plus, il y avait donc de grosses pluies et une grosse houle. Donc Irma, vous avez peut-être vu sur les images, a très sévèrement touché Saint-Martin ce matin. Alors, après le passage de l'ouragan sur votre île, la météo est repassée donc au niveau gris, c'est-à-dire un niveau de vigilance. Les rétablissements donc de la téléphonie est en cours. Quelle est l'urgence? Eh bien, l'urgence pour beaucoup d'habitants, c'est vraiment c'est de trouver un logement maintenant, parce que si vous voulez, ce matin, il y a eu la période de choc
au réveil, ou en tout cas en ouvrant la porte de chez soi. Vraiment, c'est un décor catastrophique, on peut dire comme ça. Plus de feuilles dans les arbres, des feuilles de tôle partout. Là, c'est la preuve que les toits n'ont pas tenu ici à Saint-Martin. Des bateaux sur le rivage, des voitures qui semblent avoir été projetées, rien ne semble avoir résisté donc aux rafales de l'ouragan Irma, des résidences entières. Je suis passé, j'ai pu prendre la voiture il y a encore une heure ou deux et faire un petit tour. Des résidences entières ont été dévastées. Certains habitants ont sans doute tout perdu, donc le bilan sera très lourd. On peut aussi noter malheureusement des pillages et des cambriolages qui ont lieu depuis ce matin dans certaines entreprises. C'est un des points noirs qui vient contraster avec la grande chaîne de solidarité qui se met en place ici à Saint-Martin. Il faut le noter aussi. Merci beaucoup Karim Rosa. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Pélican et que vous étiez en direct de Saint-Martin. Bon courage pour la suite. Et à Paris, le gouvernement a activé sa cellule interministérielle de crise pour suivre l'évolution de la situation. La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, est partie en direction de la Guadeloupe. Le bilan sera dur et cruel, a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron. Il a également annoncé un plan de reconstruction. On fait le point avec Éric Dupuis. Il est arrivé l'air grave peu après 19h, accueilli par son Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron se rend au CIC, le centre interministériel de crise, où il fait face à l'horreur. Le capitaine nous indiquait qu'il pensait que 60% de l'île était dévastée. Une heure plus tard, il se présente à la presse. S'il n'est pas encore question de bilan, il reconnaît déjà qu'il sera terrible. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes. Dès la mi-journée, tout s'était accéléré à la sortie du Conseil des ministres, alors que l'œil du cyclone est juste au-dessus de Saint-Barthélemy. Le ministre de l'Intérieur prend toute la mesure de l'événement. Les 4 bâtiments qui étaient les bâtiments les plus solides des îles ont été détruits. Donc ça veut dire que vraisemblablement les bâtiments qui étaient plus rustiques sont sans doute aujourd'hui partiellement ou totalement détruits. Parmi les ministres qui se sont rendus place Beauvau, Nicolas Hulot, ressorti de la cellule abattu. Moi je suis toujours très ému de ça parce que c'est toujours les mêmes qui trinquent. Qu'il faut toujours qu'on soit dans la manifestation de la réalité pour prendre la mesure de ce que les changements climatiques impactent. Derrière, en ligne de mire, dans 48 heures, il y a Haïti. Bon. On va regarder les choses sereinement. Nous, on doit maintenant garder la tête froide parce qu'il y a l'urgence immédiate. Ça, mon ministère ne peut pas faire grand-chose. L'urgence immédiate, c'est la ministre des Outre-mer qui la porte. Dès la fin de la dernière réunion de crise, Annick Girardin a pris la direction d'Orly. Elle s'envole avec 200 personnes, du matériel médical et des pompes à eau. Emmanuel Macron est lui rentré à l'Élysée, mais assure suivre de près la situation. En Martinique, les services de secours sont en alerte pour venir en aide aux habitants de l'île du Nord, des îles du Nord. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons et aux bénévoles. Des équipes du SAMU, des employés d'EDF sont prêts à partir. Le départ pourrait intervenir dans les prochaines heures. On fait le point avec Loïc Régis. Les équipes du SAMU tentent de faire le lien avec le détachement envoyé à Saint-Martin avant le passage de l'ouragan Irma. On a pu établir un contact avec le médecin qui était sur place à Saint-Martin, qui a un contact avec une technologie filaire, qui est finalement une vieille technologie, mais qui fonctionnait. Il fait état de gros dégâts, y compris dans le centre hospitalier de Saint-Martin, qui laisse penser qu'il va falloir travailler ailleurs. Et les médecins prévoient déjà l'envoi de nouveaux renforts. Les équipes qui seront acheminées, j'ai compris par l'armée, doivent attendre un peu plus de sécurité. Voilà. Donc on est sur vendredi, samedi, dimanche, les premiers renforts humains, médicaux et psychologiques seront acheminés soit par frégate, soit par hélico. Sans connaître les premiers bilans, le CHU de Martinique fait aussi partie du dispositif de secours.
Les victimes des îles voisines pourraient être soignées ici. Nous sommes mis en situation de pouvoir accueillir le plus grand nombre de blessés possible. Nous avons bien évidemment la possibilité d'utiliser toutes nos structures de l'ensemble de nos sites, bien sûr celui de Fort-de-France, mais également celui de Trinité, celui de Mangovulsin d'une part, et d'autre part, organiser et accélérer les sorties des lits pour libérer des places et afin d'accueillir l'ensemble des patients le nécessitant. La plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes de la Croix-Rouge est elle aussi opérationnelle. Dans cet entrepôt, plusieurs tonnes de matériel, un équipement de première nécessité. Des kits shelter qui permettent de faire des abris, des kits abris. Nous avons des jerrycans qui permettent de stocker de l'eau. Nous avons des kits de traitement d'eau qui permettent de traiter 4 mètres cubes heure. Nous avons des moustiquaires. Nous avons des couvertures, nous avons des kits de nettoyage et nous avons un stock de bâches. L'association lance également un appel aux volontaires qui souhaitent se rendre dans les zones touchées, à condition d'être préparés. Pour aller sur ce genre de catastrophe, il faut être spécialiste, il faudra avoir des formations spécifiques pour pouvoir affronter ces genres de risques parce qu'on risque de voir tout et rien et ne pas pouvoir supporter. Les pompiers se tiennent également prêts à partir. 30 hommes et des moyens pour effectuer des recherches dans les décombres. Le SDIS Martinique va acheminer un convoi de plus de 3 tonnes de matériel vers les îles sinistrées. Les équipes de EDF Martinique attendent elles aussi le feu vert pour se déployer. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est partie ce soir en direction de la Guadeloupe, avec là encore des renforts en moyens humains et matériels. Le bilan d'Irma en Martinique, aucune victime déclarée. Le vent a causé une chute d'arbres sur une ligne haute tension dans la nuit. 4000 foyers étaient privés d'électricité. 4 bureaux de poste inondés. Les liaisons des vedettes tropicales étaient interrompues ce mercredi. La houle a également endommagé 2 embarcations à Saint-Pierre. On fait le point avec Guy Raphaël René. Ce matin, la Martinique s'est réveillée en vigilance orange pour mer dangereuse. Moins importante que prévu d'après Météo France, la houle a tout de même contraint les marins-pêcheurs à sécuriser leur matériel. Albert est installé au carbet, il s'est déplacé jusqu'ici plusieurs fois dans la nuit pour veiller sur ses embarcations. Hier au soir, oui. Il était démonté, mais il était cassé. C'est l'homme qui a crasé les coyaux. Il a gonflé, mais il a viré tomber les coyaux même. Donc, il n'a pas courir. Parce que ça qui est mauvais, c'est qu'il a courir monter. Là, il est entré en bas, c'est canoa, tout ça. Vu les tailles là, je n'ai pas pensé qu'il est monté plus haut. Bon, après, c'est vrai que nul ne sait. Mais vu le taille là, il est toujours écrasé dans les coils. Bon, nous pouvons nier des tirs qui peuvent monter plus haut, mais je pense que ça va calmer les coils. Puisque là, c'est pas la même la nuit là. Une mer houleuse qui n'a pas permis aux marins-pêcheurs de sortir aujourd'hui. Je pense que nous là pour au moins 6 semaines. Ah oui, vu l'état de l'eau sale, voilà. Bon, ces pêcheurs peut-être c'est DCP assez calmé, ils peuvent aller faire un tiron. Mais comme moi, je n'ai pas fait DCP, c'est plutôt la scène que je fais. C'est vraiment plutôt un travail traditionnel, donc je vais plutôt été beaucoup là. Donc nous là pour au moins en 6 semaines. Le temps que la mer a vu calmer quoi, Plus de peur que de mal dans ce restaurant fermé hier. Le gérant avait lui aussi pris ses précautions. À part l'électricité qui n'a été rétablie que dans l'après-midi, pas de dégâts à signaler. On était super contents parce que quand on est arrivé, il n'y avait rien. Et puis malheureusement pour nous, donc on avait prévu d'ouvrir, mais avec la coupe d'électricité, on n'a pas pu ouvrir. En période cyclonique, nous sommes toujours inquiets. On sait très bien que la nature fait les choses. On ne peut pas contrôler la nature. Nous, on a des restaurants sur la plage, c'est un cadre qui est magnifique, mais c'est un cadre qui est très exposé, on le sait, on vit avec. Et tous les jours, on craint pour notre activité. Vous aviez pris des précautions particulières pour hier soir? Effectivement, donc on a enlevé toutes nos tables, toutes nos chaises, toutes les décorations. On a laissé la nature de la place pour faire ce qu'elle a à faire. Heureusement pour nous, cette fois-ci, elle nous épargne. Si la vie reprend son cours petit à petit sur le littoral carbétien, au Vauclin, 500 abonnés EDF se sont retrouvés sans électricité jusqu'à environ 13 h à cause de la rupture d'une ligne haute tension au quartier Fonzami. Depuis le cyclone Dean en 2007, 60% des lignes à 20 000 volts sont enfouies dans le sol. Ici, au pied de la montagne du Vauclin, c'est le seul incident majeur qu'a connu le réseau.
Par rapport aux éléments qui nous sont remontés, donc nos réseaux ont quand même bien résisté à l'ensemble des différentes perturbations qu'on a reçues, qu'on a pu subir. Ça résulte quand même d'un gros travail qu'on a pu réaliser, puisqu'il y a eu plus de 500 opérations d'élagage sur toute la Martinique et des opérations de maintenance qui nous permettent aujourd'hui d'avoir quand même un réseau assez sécurisé qui permet d'avoir très peu en fait, de défauts sur les différentes zones. Au total, environ 4000 abonnés ont été privés d'électricité sur l'ensemble du département. 80 agents EDF étaient mobilisés sur les différentes pannes. Et notez que le campus de Schellcher ouvrira ses portes dès demain. Après un jour de fermeture aujourd'hui, la rentrée des étudiants se poursuivra normalement à l'Université des Antilles. Et puis l'ouragan poursuit sa route en direction de Miami, à Porto Rico, à la République dominicaine et notamment à Cuba où il devrait arriver cette nuit. Le trafic des croisières est perturbé. Exemple avec la compagnie MSC qui a choisi de dérouter un de ses bateaux, le MSC Divina, vers le Mexique en attendant une accalmie. Une rotation prévue samedi a également été annulée. Restez avec nous à suivre dans votre journal le bilan d'Irma en Guadeloupe. L'île a eu très peu de dégâts, vous le verrez dans un instant. Et puis on viendra également sur Irma sur les réseaux sociaux. Encore une fois, Facebook, Twitter et WhatsApp ont été donc des acteurs de l'information sur des événements aussi importants. C'est donc un ouf de soulagement en Guadeloupe. L'île avait été placée en vigilance rouge par Météo France pour fortes pluies et vents violents. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. On fait le point avec Marie Tricot et Michelet François. Ces jeunes arbres n'ont pas résisté au passage d'Irma. L'ouragan a longé les côtes guadeloupéennes en pleine nuit. Un petit peu de pluie, un peu de vent et puis après bon, ça a été jusqu'à ce matin. 6 h du matin, je suis venue, je regardais, ça commençait à monter. Ce matin, c'est la houle qui continue d'inquiéter. En 2 heures, ce quartier a eu les pieds dans l'eau. De là, je surveille. Parce que la mer, quand je voyais les houles qui venaient, là, je me suis dit, c'est parti, parce que ce n'est pas la première fois. Avec les autres cyclones, la mer amène tout ce qu'il y a à faire, traverse. À quelques kilomètres, les habitants se sont réveillés en découvrant ces navires rejetés sur le rivage par la puissance des vagues. Roger n'a pas pu sauver son bateau du naufrage. Il n'y avait pas assez de profondeur, donc le bateau a commencé à taper. Et avec les vagues, bien sûr, et le rachat, j'ai été taper le mur. Bah oui, voilà, tous les dégâts du béton. Donc je ne pouvais plus rien faire. Aucun blessé n'est à déplorer. Les autorités avaient encouragé les habitants du bord de mer à se rendre dans des abris anticyclones. On n'a pas eu vraiment trop d'agitation, le vent a soufflé, on a eu quelques pluies à 3 h du matin. Vu les informations, je m'attendais à pire et voilà quoi, donc on s'est calfeutré, on a acheté tout ce qu'il fallait. Ce matin, c'est donc le calme après la tempête. Bien que la Guadeloupe soit repassée en vigilance orange, la mer et ses rouleaux représentent toujours une menace. Les habitants tiennent à garder un œil sur la montée des eaux, même si tous s'accordent à dire que ici Irma aura fait plus de peur que de mal. Et on prend la direction de Déhay, où comme dans le reste de la Guadeloupe, c'est le soulagement. La mer menaçante a fait peu de dégâts. Jacques Canval, Moïse Dexter et Patrick Curie. Regardez ce reportage. À la Côte-sous-le-Vent, les habitants sont partis se coucher dans l'attente d'un événement majeur. D'événements catastrophiques, il n'y en eut point, mais une manifestation de colère de la mer des Caraïbes, toujours impressionnante. C'est vraiment un spectacle de désolation. Et disons que ce n'est pas la première fois que je vois ça. J'ai eu l'occasion de voir ça pour l'Eni. Ça n'a rien à voir à côté de ce qu'on a vu sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Pas de casse, heureusement. Comme on a dit, quelques bateaux qui sont restés dans l'eau. Beaucoup avaient suivi les consignes de sécurité données par les autorités. Pas de risque, donc pas de dommages corporels pour quiconque. On est habitué, je vis avec ça puisque je ne peux pas aller habiter autre part. Mais là, c'est moins grave que Hugo. Hugo, c'était un monstre et c'était pendant toute la nuit. Je suis sortie hier soir dans la rue alors que pour Hugo, je ne pouvais pas le faire. J'ai vu les paquebots échouer sur la côte. C'était vraiment dommage parce que les gens auraient dû prévoir d'enlever leur bateau. Dans le malheur, il est toujours bon de noter que c'est la solidarité qui prime. Je suis venue hier matin et elle était toute seule. Elle a 94 ans, 95 ans, 96 ans. Je suis venue la chercher, elle a dormi à la maison.
Elle veut rester, mais je lui ai dit non. Elle vient, elle va voir comment ça s'est passé dans la cour, puisque la mère est entrée chez elle. Et puis elle remonte avec moi. Je suis content. J'ai mis la machine derrière la porte là. Elle était chez moi, elle n'a pas mangé, elle avait très peur. Très peur. Très peur. Mais je l'ai encouragée, je lui ai dit que ça ira. Et puis je l'ai rassurée, quoi. Moi-même j'avais peur, mais je l'ai rassurée. ADE, la gestion d'Irma était parfaite. 28 ans après Hugo, le réflexe cyclonique est toujours là. C'est la principale leçon que l'on peut tirer du passage à 130 km de nos côtes d'un ouragan qui est en train d'écrire une terrible page dans l'histoire des Caraïbes. Toujours en Guadeloupe, à Capesterre-Belo, rappelez-vous, des habitants avaient refusé de quitter leur domicile hier soir malgré les recommandations des autorités. La nuit a donc été agitée. Isabelle Hameau est retournée à leur rencontre. Le reportage. C'est l'une des conséquences du passage d'Irma sur notre archipel. Cette chute d'un arbre sur 2 câbles électriques dans le secteur de l'île Pérou, à Capesterre-Belo. C'est ce riverain qui a été surpris alors qu'il conduisait. Je sors de chez moi pour aller faire des courses et en retournant, à mon retour, je trouve cet arbre tombé au milieu de la route. J'essaie de dégager pour rentrer chez moi. Parce que comme j'ai ma voiture, je l'ai garée là et je ne peux pas la laisser hors de chez moi. Selon les habitants du secteur, plusieurs alertes avaient déjà été signalées auprès des autorités compétentes pour l'élagage des arbres du quartier, potentiellement dangereux, puisqu'ils sont tous situés à proximité de lignes et poteaux électriques. Ça fait plus de 10 ans qu'on demande à la commune de détruire un coupe-baril légèrement à peu près 100 mètres plus haut. À chaque fois, ils disent que ce n'est pas eux. Et aujourd'hui, on a le résultat, malheureusement et heureusement, que ce n'est pas le coupe-baril. Sinon, il y aurait eu plus de dégâts. Bien souvent, ce sont les habitants eux-mêmes qui prennent des risques pour dégager les câbles électriques. En principe, comme je suis quelqu'un qui aime bien couper tout ce qui est dangereux, mais j'ai jamais encore pu. Je vais alerter. Il aura fallu le passage d'un cyclone pour résoudre un problème qui aurait pu être à l'origine d'un accident bien regrettable. Et vous l'aurez compris, il s'agissait d'un reportage à Capesterre-Belo sur l'une des conséquences du passage de l'ouragan Irma en Guadeloupe. Donc un arbre qui a chuté sur une ligne électrique à haute tension. Et je vous le disais, à Capesterre-Belo, toujours, rappelez-vous, des habitants avaient refusé de quitter leur domicile hier soir malgré les recommandations des autorités. Isabelle Hameau est retournée à leur rencontre. Ce reportage. La houle n'aura pas eu raison des habitants de Fouracho, un secteur sensible en cas de cyclone au vu des nombreuses maisons à proximité de la mer. Cette riveraine fait partie de ceux qui avaient décidé de rester à leur domicile lors du passage d'Irma. La nuit était plutôt calme. Très calme, très calme. Il n'y avait pas de vent, la mer n'était pas agitée pour autant, mais c'était très calme. Comme ce matin d'ailleurs. Je n'avais pas de crainte. Mais c'est vrai qu'à force 5, c'était effectivement beaucoup de dégâts. Mais comme on dit chez nous, hein, nous sommes croyants, Dieu nous a épargnés, merci. Je n'ai pas dit aussi, c'est malheureux pour les autres. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pire pour nous. Cet autre riverain, habitué des cyclones, a mis au service de son diagnostic la mémoire des événements marins pour prédire ce qu'il pouvait advenir à Fouracho. Dès qu'il y a un cyclone, je regarde la mer et j'informe. En 1989, lorsqu'il y avait Hugo, j'étais voir la mer avec mon père. Dès que j'ai regardé, j'ai dit à papa, il va venir. Et pour cette année? Je savais que ça n'allait pas passer, j'ai dit ça à tout le monde. Même les gendarmes sont venus, j'ai promis aux gendarmes, et quand ils vont m'en voir plus tard, et quand j'avais fait raison, je les ai dit que je vais filmer ce soir pour eux, et s'il y a quelque chose, ils vont voir que j'avais raison. Un peu plus loin, du côté du port de pêche de Sainte-Marie, aucun dégât matériel n'est à signaler concernant les bateaux mis à terre, par prudence. On a mis le bateau en sûreté parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer pendant la nuit. Comme on n'a pas senti le vent, et c'est comme s'il n'y avait rien, quoi. Au centre-ville, c'est le calme plat. Seules quelques boulangeries et épiceries étaient ouvertes. L'activité économique reprendra demain. Ce reportage à présent sur les réseaux sociaux, ils ont joué un rôle important pendant le passage de l'ouragan Irma. Des photos, des messages partagés sur Facebook, WhatsApp ou Twitter. Et vous allez le voir, il faut savoir faire le tri entre les vraies et les fausses informations. Sandrine Claude. Je pense que c'est
C'est Martin. Comme beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux qu'Hélène consulte au quotidien l'actualité. De plus en plus d'adeptes du smartphone privilégient ces plateformes au détriment des médias classiques. Les réseaux sociaux, vraiment, ça va vite. Il y a le WhatsApp, tout va vite maintenant. Préféré? Ah oui, on est plus informés. En tête des réseaux sociaux, Facebook. Grâce à une optimisation quasi quotidienne de ses services, le géant séduit un public de plus en plus large. Facebook lance de nouvelles fonctionnalités tous les jours et améliore son produit tous les jours. Il favorise de plus en plus le partage entre amis. Tout le monde quasiment est sur Facebook, ce qui explique un petit peu la viralité des informations qui y sont diffusées. Une viralité qui a parfois ses limites, les informations circulent rapidement, il est alors de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, une notion avec laquelle les journalistes doivent aujourd'hui composer. Il semblerait que ce soit du live fait depuis Saint-Martin par quelqu'un que je ne connais pas pour l'instant, et que je ne sais pas si c'est un journaliste par exemple, qui montrerait une tentative de sauvetage de gens qui étaient dans un bus. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des fake news, c'est-à-dire des choses bidons, où ce sont des faits qui se sont déjà produits quelques années auparavant. Il y a pas mal de techniques qui permettent de voir. Il y a un truc très très simple par exemple. Si on vous dit qu'à tel endroit, vous voyez un lieu où il s'est produit une affaire, vous regardez sur Google Maps par exemple, ils ont tout visualisé déjà pratiquement. Donc vous allez vérifier si les images existent. Il y a d'autres éléments aussi, s'il s'agit de photos par exemple, parce que là aussi on peut faire dire des choses qui ne correspondent pas à une réalité, et là on peut analyser à l'intérieur des images, il y a des codes pour savoir quand ça a été tourné, qui l'a fait, etc. Utilisés à bon escient, les réseaux sociaux peuvent s'avérer utiles dans les situations les plus extrêmes. Ce matin, durant le passage d'Irma sur les îles du Nord, Facebook a activé son Safety Check. Le dispositif permet aux utilisateurs de signaler qu'ils sont en sécurité. Le système avait déjà fait ses preuves lors des attentats de Paris. On va faire le point sur les dernières informations météorologiques. On retrouve Régine Germani au centre de Météo France Martinique. Jean-Marc, je suis en compagnie de Christian Massy, prévisionniste. Avec lui, nous allons dresser un premier bilan du passage de l'ouragan Irma. Quelques mots. Oui, bonsoir. Donc, en fait, Irma actuellement est en train de passer sur le nord des Petites Antilles, Hispaniola. Donc, on a effectivement mesuré jusqu'à 250 km/h en rafale cette nuit vers minuit à l'île de Barbuda. Ensuite, on n'a plus eu de mesure. À Saint-Barthélemy, la station météorologique a enregistré 200 km/h, mais on n'était pas encore dans le maximum de mur de l'œil. Et après, on a eu coupure de transmission. Et bien sûr, il y a eu de la submersion marine. On a vu que toute l'eau était rentrée. Donc effectivement, ces alertes qui avaient été émises dans ce sens se sont malheureusement vérifiées. On est passé quand même en vigilance rouge pour mer dangereuse chez nous? Oui, alors on est passé en vigilance rouge. Alors là, c'était un peu surdimensionné, mais en fait, le modèle numérique sur lesquels nous nous appuyons, on sait qu'ils ne prennent pas forcément en compte le maximum du cœur de l'ouragan. Donc on a monté un petit peu. On avait des simulations qui montaient à 4 mètres. Et donc on a mesuré quand même 3 mètres au nord de Grand-Rivière. D'accord, on le voit, hein, Irma donc poursuit sa trajectoire vers le nord. D'autres îles, justement, sont menacées, ainsi que les côtes américaines qui se préparent déjà. Le phénomène est-il toujours aussi puissant? Oui, tout à fait. Il est toujours aussi puissant. Il est prévu rester catégorie 5 pendant quelques temps. Ensuite, une légère atténuation, mais c'est quand même au niveau de la dangerosité du domaine de la nuance. Il est prévu passer catégorie 4 et longer les grandes Antilles au cours des jours prochains. Très bien, alors dernière question, d'autres phénomènes hein, malheureusement sont dans le sillage d'Irma. On peut déjà parler de José. Serons-nous concernés par la trajectoire de José? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui, alors José, donc on le voit très bien à l'image, il est ici. Et la trajectoire pour le moment prévue, elle fait ça et ensuite elle va remonter dans ce sens. Mais pour samedi, on aura une incertitude assez grande sur la trajectoire, hein. Comme d'habitude, on le sait. On a donc c'est samedi. Hein, km. C'est samedi, voilà, qui passera au plus près de l'arc antillais. Donc effectivement, à ce stade, on peut considérer que nous sommes menacés, enfin que l'arc antillais est menacé, mais on ne peut pas préciser encore, chiffrer l'impact. Il y aura probablement à nouveau un petit peu de houle, mais ce sera un ouragan vraisemblablement de catégorie 2, donc c'est quand même beaucoup moins important que Irma, mais c'est quand même très conséquent. Alors en fonction de sa position, qui sera bien sûr précisée au cours des jours à venir, des heures à venir, effectivement il y aura sans doute peut-être des impacts qui pourront être localement assez forts.
Très bien, merci beaucoup, Monsieur Massip. Nous restons donc connectés sur l'actualité météorologique. Merci Régine, voilà pour ce dernier point météorologique. Avant de se quitter et de refermer ce journal, je vous rappelle donc votre rendez-vous demain pour le don du sang. Rendez-vous demain à partir de 10h et jusqu'à 15h au kiosque Guédon à Fort-de-France, donc sur le Malécon, pour faire votre don du sang. Voilà, tout de suite, place à l'information nationale et internationale avec BFM TV. On se retrouve juste après, à tout de suite.